Bon, effectivement, donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste de musée, de muséologie, ni de l'histoire des écomusées. Et c'est pas de ça dont je vais vous parler prioritairement, mais je vais quand même essayer de vous en parler un peu, puisque ma contribution, ça serait plutôt d'essayer de participer à ce projet consistant à tisser des liens entre les sciences humaines et sociales, les historiens et les professionnels des musées. Donc les liens entre les deux sont évidemment déjà par définition très étroits. Mais les historiens ont besoin des musées pour toucher des publics. Les musées ont aussi besoin de ceux qui produisent des récits, qui produisent des analyses de la société présente et passée pour nourrir leur propre réflexivité et les récits qu'ils exposent au public. Donc voilà, j'ai bien compris que la FEMS était engagée, comme tout le monde aujourd'hui, dans un processus d'écologisation. Et c'est assez remarquable. D'une certaine manière, c'est remarquable et en même temps assez classique. Toutes les institutions publiques aujourd'hui sont engagées dans un processus d'écologisation, puisque malgré le... Ça va le micro? Ouais. Je parle trop fort? Je parle pas assez fort? Je parle trop fort ou pas assez fort? Ah non. Oui, j'ai tendance à parler un peu fort peut-être. Mais on m'a dit que certains risquaient de s'endormir et qu'il ne fallait pas que je me vexe. Donc je vais essayer de que vous vous endormiez pas trop. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est voilà, on est engagés tous dans un processus d'écologisation, en tout cas jusqu'à récemment, parce que là, on assiste plutôt à un processus de backlash écologique où plus personne ne parle d'écologie et tout le monde s'en fout. Donc il y a une sorte de contretemps là. La FEMS engage son processus d'écologisation au moment où ça semble retomber, malheureusement. Mais c'est peut-être justement une raison de plus pour accentuer ce processus d'écologisation, notamment dans les institutions culturelles qui sont censées s'adresser au public et au plus grand nombre. D'une certaine manière, les historiens aussi sont engagés dans un processus d'écologisation. Ça a été très tardif, très long. Hein. C'est le développement de ce qu'on appelle l'histoire environnementale, c'est-à-dire une attention dans les récits du passé aux relations que les sociétés humaines entretiennent avec le reste du monde vivant. Les sociétés humaines ne sont pas des îlots, ne sont pas des réalités séparées du reste du monde vivant, comme elles ont été construites depuis le 19e siècle dans les sciences sociales, puisque les sciences sociales sont nées au 19e siècle sur une sorte de grand partage entre d'un côté la nature qui relèverait des sciences naturelles, des sciences expérimentales, et de l'autre les sciences sociales qui auraient leur propre logique, leur propre mode de fonctionnement isolé. Et on a construit comme ça une sorte de monde séparé qui est celui des sociétés humaines, de leurs artefacts, de leur fonctionnement économique et social, alors qu'évidemment une société humaine est toujours tissée de flux de matière, est toujours tissée d'interactions avec le monde vivant de multiples manières. Et on ne peut pas penser une société humaine si on ne prend pas en compte ces dynamiques et ces interactions écologiques. L'écologie, c'est ça, c'est la science des interactions dans des milieux physiques. Et donc les acteurs humains sont des acteurs parmi d'autres dans le monde vivant, dans les écosystèmes. Et depuis 200 ans en particulier, le rôle que ces sociétés humaines ont dans les écosystèmes devient de plus en plus massif, de plus en plus prééminent. Et donc l'un des enjeux de l'histoire environnementale, c'est de documenter ce phénomène, ce mécanisme. Donc la FEMS, comme beaucoup d'institutions culturelles aujourd'hui, s'est engagée dans un processus d'écologisation, de réflexion sur à la fois comment écologiser les pratiques, comment on fait une exposition, comment on écologise les discours qu'on tient pour le public. La FEMS n'est pas la seule, hein, j'ai envie de dire, beaucoup de musées, beaucoup d'institutions culturelles. C'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive représentant une exposition qui a eu lieu à la FRAC dans le Nord-Pas-de-Calais, à Dunkerque, dernièrement, enfin l'année dernière, qui s'intitulait Chaleur humaine, conscience énergétique, qui était une exposition assez intéressante qui réunissait des artistes contemporains, donc assez loin du projet des écomusées et des musées de société, qui proposaient plutôt des œuvres d'art contemporaine, afin de documenter la crise climatique, la crise écologique actuelle, la crise énergétique, en essayant de voir comment cette crise, comment l'art contemporain pouvait permettre de sublimer, d'accompagner les prises de conscience, parce que c'est souvent ça le discours qui accompagne le champ artistique autour des questions environnementales, c'est comment l'art peut contribuer à une prise de conscience plus générale, à un changement d'imaginaire. Et il est évident que la FEMS et les écomusées doivent sans doute jouer un rôle important aussi dans cette perspective. J'ai été fasciné, pour être sincère, je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation aussi, parce que ça m'a permis de découvrir des choses, de me plonger un petit peu plus dans l'histoire des écomusées et dans de ce que font les écomusées aujourd'hui. J'ai été fasciné, pour être sincère, de lire le manifeste que vous avez publié au mois de janvier, de lire dans ce manifeste
qu'il était question de promouvoir la sobriété, de promouvoir la dénumérisation des institutions culturelles. Je me suis dit en lisant ce manifeste qu'il y avait une sorte de provocation ou de volonté d'aller à contre-courant. Je me suis dit aussi qu'il y avait une certaine forme de courage dans ce genre de prise de position, alors même que les institutions publiques sont engagées dans une sorte de course folle à la dématérialisation un peu hors sol et abstraite. Bon. Donc voilà, il y a un manifeste qui propose une ambition politique. Il y a les actes du colloque de l'année dernière qui engageaient cette dynamique de comment intégrer les récits environnementaux, les récits de la crise dans la réflexion des écomusées, dans les collections qui sont présentées, dans les récits qui sont proposés au public. Et donc mon intervention, qui sera très modeste en réalité, s'inscrit dans cette continuité. C'est comme ça que je crois que Serge m'avait contacté et invité. Donc dans cette continuité, il vise tout simplement à apporter le regard de l'historien de l'environnement à travers quelques travaux récents en histoire environnementale sur comment ces nouveaux récits diffusés par les écomusées et comment les savoirs que co-construisent aussi les écomusées avec leur public, avec leur territoire, peuvent se nourrir de cette histoire environnementale qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Alors, bon, en réalité, cette ambition, elle est sans doute pas neuve, puisque les écomusées, dans leur ADN profond, dans toute leur histoire, s'inscrivent dans une perspective critique. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je l'interprète. On pourra peut-être en discuter. D'ailleurs, si je suis trop long, vous n'hésitez pas à me faire un signe pour que je m'arrête, pour laisser le temps à la discussion. Mais j'ai l'impression que les écomusées, par définition, ont été pensées dans une perspective critique, d'adapter les discours muséaux à la conjoncture, au contexte de crise qui traversait les sociétés occidentales. Lorsque les écomusées apparaissent dans les années 70, dans un contexte de désindustrialisation, d'effondrement de l'ancienne société rurale, il s'agit bien de garder la trace de ce qui est en train de disparaître. Il s'agit bien aussi, en gardant la trace de ce qui est en train de disparaître, d'aller un peu à contre-temps d'un discours qui célébrait la modernisation et donc la disparition des traces de l'ancien monde considéré comme archaïque, sauvage, barbare, ignorant, et qu'il fallait précisément éliminer pour faire advenir la modernité. Or, les écomusées, puis plus tard les musées de société, avaient au contraire comme ambition de dire que garder des traces de ce qui disparaissait, c'était indispensable pour éviter peut-être de se noyer dans cette innovation accélérée qui travaillait les sociétés de la fin du XXe siècle. Donc, d'une certaine manière, ce projet actuel des écomusées s'inscrivent dans cette tradition, dans cette continuité. Et il faut évidemment adapter ce contexte aux réalités d'aujourd'hui. Et parmi les réalités actuelles, il y a la question environnementale, la question de la crise écologique qui s'articule à la crise sociale. Puisque, en réalité, les deux crises, notre monde est travaillé par deux crises principales. Alors, il y en a une troisième là, qui s'est ajoutée, qui est une crise géopolitique, une crise militaire, qui tend à écraser les deux autres crises, puisque au nom du réarmement et des urgences géopolitiques, évidemment, la crise sociale va être mise sous le tapis et de côté, et la crise écologique va être aussi, comme ça a été classiquement le cas dans l'histoire, mis de côté ou abandonnée, parce que évidemment, l'égalité sociale et la prise en compte des enjeux environnementaux sont des freins, par définition, au réarmement et à la militarisation des économies qui impliquent des sociétés inégalitaires et des sociétés destructrices pour le vivant. C'est ça la grande tension qui commence à traverser nos sociétés. Mais là, je commence déjà à partir dans des choses qui nous éloignent du sujet. Mais on est en fait au cœur du sujet, sans doute quand même. Bon, en tout cas, la question qui va se poser fondamentalement aujourd'hui, c'est comment maintenir cet horizon de la solidarité, de l'égalité sociale et de la préservation du monde vivant dans un contexte de réarmement des discours, de réarmement du système économique au nom de la nécessaire lutte contre le fascisme en train d'émerger. Bon, d'une certaine manière, c'est un défi qui nous dépasse tous. Bon, je ne sais pas comment on va faire, mais sans doute, les écomusées ont un rôle à jouer majeur pour maintenir, modestement aussi, cette double ambition socio-écologique. Et cette double ambition, elle n'est pas contradictoire. L'écologie a longtemps été pensée contre la question sociale. L'écologie a été construite dès les années 70 comme un discours élitiste, notamment, qui visait à priver les classes populaires de l'accès à un certain nombre de biens environnementaux. C'est l'un des drames des 30 et des 40 dernières années. Et ça a été construit d'ailleurs très explicitement pour des raisons qui visaient à freiner ce que pouvaient avoir de subversif les débats écologiques des années 70. On a séparé les deux. Alors qu'évidemment, la question sociale est par définition une question écologique et la question écologique est par définition une question sociale.
Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais juste proposer, c'est quelques pistes d'historiens pour tenter de voir comment on pourrait envisager, interroger ces nouveaux récits. Et après, peut-être sans doute, c'est plus à vous qu'il reviendra de voir comment ces discours historiens, ces analyses historiques, elles peuvent être intégrées dans la façon dont sont construits les parcours muséaux, dont sont sélectionnés et construits les collections. Et ça, c'est un sujet très intéressant qui pourrait d'ailleurs associer historiens, sociologues, spécialistes de sciences sociales et muséologues sur comment on intègre ça. Vous me direz que vous n'avez pas attendu pour commencer à avoir cette réflexion et que c'est une réflexion en fait très classique dans les écomusées. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec les écomusées, c'est parmi les principales institutions muséales à avoir fait ce lien et à avoir échangé en permanence avec les travaux des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, peut-être plus qu'avec les travaux des historiens d'ailleurs. Et d'ailleurs, je citerai juste la formule de Claude Lévi-Strauss dans le livre de 1992 qui avait été initié, qui avait été dirigé par Marc Auger et publié qui avait été initié par la FEMS au début des années 90, qui s'appelait Territoire de la mémoire, qui réunissait des muséologues, des ethnologues autour de la question de ce que pourraient être les musées de société en plein développement, quelques années après la création de la FEMS, qui visait à relancer ce mouvement de création d'écomusées en France et en Europe. Et Lévi-Strauss écrivait dans l'un de ses textes publiés dans ce volume: les écomusées ont pour but de préserver ou de reconstituer sur les lieux mêmes des bâtiments des types d'activités dont le passage du temps nous a coupés depuis 1 ou 2 siècles, parfois à peine quelques décennies. Donc il s'agissait bien de préserver ce que l'accélération historique des 2 derniers siècles, marquée par les modernisations successives, avait transformé. L'idée de préserver, c'est bien l'idée que ça mérite d'être conservé, ça mérite d'être préservé. J'ai l'impression de l'extérieur que les écomusées sont aussi traversés par une sorte de tension qui est à l'origine même des écomusées, entre le désir de préserver et donc de donner de la dignité à ce qui doit être préservé et la crainte d'apparaître comme nostalgique. D'ailleurs, on en a discuté dans une réunion préparatoire à cette réunion et ce qui a émergé dans la discussion, c'est qu'il ne faut pas être nostalgique. Il ne faut pas tomber dans un discours de la nostalgie. Comme si la nostalgie était une passion mauvaise, quelque chose de dangereux, qui serait l'espèce de spectre qui entrait tout muséologue ou tout spécialiste, tout acteur de l'écomusée. En réalité, on pourrait, je pense, de façon plus militante, revendiquer la nostalgie. Revendiquer la dimension créative de la nostalgie dans un contexte où tout s'accélère, où tout se transforme à vitesse maximale et où la publicité ne cesse de célébrer la nouveauté. En fait, la nostalgie n'est pas seulement une passion triste ou néfaste. La nostalgie est une passion tout à fait positive, créatrice, qui nous permet de garder des liens vivants, sensibles avec le passé, avec les acteurs du passé, avec les objets du passé, avec la façon dont les sociétés du passé vivaient. Et en cela, il y a un lien avec le travail des historiens. Je pense qu'on ne peut pas être historien si on n'essaye pas de dépasser l'immense condescendance à l'égard des sociétés du passé. À notre époque, la modernité se caractérise par un mépris pour le passé, puisqu'il faut faire table rase du passé pour installer la nouveauté. Or, évidemment, ce mépris pour le passé, qui a été extrêmement puissant comme acteur de transformation des 2 derniers siècles, pose aussi toute une série de problèmes. Des problèmes qui sont à la fois sociaux et environnementaux. Ils oublient, ça aboutit à oublier ce qu'il y avait de positif dans la façon dont les sociétés passées s'étaient construites. Et puis de toute façon, le passé, ça ne veut pas dire grand-chose, qu'il existe plein de passés différents, successifs, contradictoires, concurrents dans les sociétés anciennes. Bon, donc, je vais pas faire de la philo ou rentrer dans des généralités. J'aimerais en arriver plus rapidement à donc quelques pistes que j'aimerais proposer de façon très égocentrée en réalité, parce que je parlerai essentiellement de mon travail ou de ce que les historiens avec qui je travaille essayent de faire pour penser ces évolutions des 2 derniers siècles. Donc, je vous proposerai un exposé que j'ai intitulé « Une histoire désorientée, quelques leçons pour tant de crises ». C'est un peu grandiloquent comme titre. Donc une histoire désorientée. Bon, souvent l'histoire est présentée de façon orientée, c'est-à-dire selon une flèche du temps évolutionniste annexée à un certain nombre de progrès considérés comme difficilement discutables. Ce qu'on peut faire comme historien et comme muséographe, c'est peut-être de désorienter ces évidences, désorienter les mythologies historiques qui obstruent le discours public pour retrouver de la complexité, de la diversité,
Et peut-être c'est ça que j'aimerais vous proposer. Je pense que c'est le caméraman qui avait oublié d'éteindre son téléphone. Et donc, je pense que ça serait l'une des fonctions aussi des écomusées, de proposer une histoire désorientée, de proposer des récits qui nous désorientent des évidences, ou des récits implicites du passé et de l'histoire. Et cette désorientation initiale est peut-être un préalable indispensable pour retrouver ou s'orienter. Donc la désorientation comme préalable, préliminaire à la définition de nouvelles orientations futures, peut-être. Il y a une articulation, une dialectique entre l'orientation et la désorientation. C'est paradoxal puisqu'on est dans un moment où le brouillard s'impose, où on est tous d'une certaine manière désorientés, mais en même temps, on continue d'avoir un récit historique qui est parfois très téléologique, très linéaire, très évolutionniste, avec des gens qui nous expliquent que l'avenir, ça sera la conquête de Mars, que bon, vous voyez toute une série de prophéties en fait qui s'inscrivent dans les pires schémas modernisateurs du passé et qui rejouent les pires discours modernisateurs des 2 derniers siècles, mais d'une certaine manière au carré. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, il faut aussi désorienter ces récits spontanés. Alors moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, qui, comme Serge l'a très très gentiment dit, avec beaucoup d'excès, consiste à essayer d'interroger les origines des sociétés industrielles contemporaines et construire un récit désorienté des sociétés industrielles, désorienté dans le sens détaché, mettant à l'écart les implicites progressistes qui nous guident et qui dominent souvent les récits sur l'histoire des 2 derniers siècles, notamment dans ces 2 livres qui s'appelaient Technocritique et La modernité désenchantée, qui étaient des essais à la fois sur la façon dont on écrit l'histoire du 19e siècle et un essai sur les débats autour de la technologie que tu as évoqué. D'ailleurs, j'ai oublié, je voulais rebondir sur Eugénie, la passementière de 1848, qui proposait de mettre les machines au musée. C'est effectivement une ouvrière passementière qui, lors de la révolution de 1848, au lendemain de la révolution de 1848, écrit à l'Assemblée constituante à Paris pour lui demander de mettre au musée. Alors, il ne s'agit pas de remiser les machines. Il s'agit, dans un contexte de crise économique et sociale qui est celui de 48, où une grosse partie de la main-d'œuvre se retrouve sans emploi, de choisir de mettre les machines, certaines machines en tout cas, accusées de dégrader le travail, de priver un certain nombre d'acteurs économiques de leur salaire et de leur emploi, de mettre ces machines au musée. Et son argument, il est de dire il faut célébrer le génie créatif qu'incarnent ces machines. Mais ce n'est pas parce qu'une machine témoigne d'une forte créativité ou témoigne d'un génie inventif qu'elle doit être utilisée. Il y a une différence entre la prouesse technique et la nécessité de l'utiliser. Et cette ouvrière formulait l'idée, avec d'autres, puisqu'on trouve plein de pétitions de ce type en 1948, qui est le moment où on abolit l'esclavage et où on proclame la Deuxième République et le suffrage universel masculin. C'est-à-dire c'est un moment d'ouverture du champ des possibles où un certain nombre d'acteurs populaires discutent de la question du changement technique et proposent des solutions. Par exemple, des ouvriers alsaciens font une autre proposition qui consiste à créer ce qu'ils appellent un congrès européen qui délibérerait sur l'impact des machines. Et donc, en fonction, donc un congrès européen représentant notamment différents acteurs économiques de différents métiers qui délibéraient en fonction du contexte sur la pertinence d'utiliser ou non les machines. Et certaines machines, malgré toute leur ingéniosité, pourraient être remisées au musée. Comme ça, on pourrait aller les observer, on pourrait les voir, les artisans et les ingénieurs pourraient aller les étudier, et on pourrait même les ressortir et les améliorer si la conjoncture change, se transforme, s'améliore. Donc le musée ne devient pas juste une remise. Le musée est un espace où on présente la créativité humaine en train de se faire, on la stocke. C'est l'époque, évidemment, où se construit le musée des arts et métiers, le CNAM, et où il y a tout un débat aussi. C'est l'époque des expositions universelles, où la mise en scène des techniques commence à se mettre en place. Et donc, il y a un débat, en fait, qui traverse même les milieux populaires sur le sens d'une innovation technique, sur la question du fatalisme technique. Est-ce parce qu'une innovation est mise sur le marché qu'elle doit être employée? Est-ce qu'il faut réguler l'emploi des innovations techniques? Qui doit décider de l'emploi? Est-ce que c'est le capital au nom d'un profit ou est-ce que c'est la collectivité au nom du bien commun? Toutes ces questions, en réalité, qui, moi, quand je les énonce comme ça, me paraissent d'une actualité vertigineuse et qui se posaient déjà dans les premières générations de la révolution industrielle, où l'imaginaire du progrès technique s'installe, émerge, en suscitant toute une série de débats, de questions, de controverses qui ont été en partie réglées au XIXe siècle
par un système économique qui va finalement mettre le progrès technique essentiellement et très largement au service du profit. Alors que le progrès technique, les machines, les équipements peuvent prendre des formes et peuvent avoir des conditions d'utilisation extrêmement diverses et variées en réalité. Et peut-être c'est ça aussi l'une des fonctions de l'histoire et des écomusées, c'est de rappeler cette pluralité des mondes techniques, des pluralités des conditions d'utilisation de ce qu'on appelle technique, qui ne se réduit pas à toujours plus de puissance, à toujours plus d'exploitation du monde vivant, à toujours plus d'accroissement de la productivité du travail, qui en fait peut prendre toute une série d'autres finalités, d'autres objectifs. Bon, c'était juste pour rebondir sur Eugénie, la passementière de 48, qui est un guide. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce genre de discours serait intéressant dans un écomusée. Les pétitions des ouvriers de 48 sur l'usage des machines et ces imaginaires des machines. Bon, alors je voulais développer 3 points, mais j'essaierai de ne pas être trop long. Je pense que pour faire ça, donc pour introduire cette histoire désorientée dans les récits des écomusées, peut-être il y a sans doute plein d'autres choses qui pourraient être dites, mais moi j'envisageais 3 axes, 3 manières de faire, ou 3 types de récits désorientés possibles qui pourraient être intégrés dans ces nouveaux récits à destination des publics. Peut-être, c'est pas sûr, peut-être que ces nouveaux récits, ils sont pas non plus si nouveaux que ça, mais en tout cas peut-être que ces récits en partie alternatifs seraient susceptibles d'intéresser les publics. Parce qu'il ne faut jamais postuler que les gens sont stupides. Il faut, et parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est aussi intégrer le point de vue des publics. Le point de vue des publics n'est pas souvent celui en fait, des publicitaires. Or, notre discours sur la technique reprend souvent celui des publicitaires et ceux qui sont prescripteurs de discours dominants sur les techniques. Or, en réalité, le discours sur la technique est beaucoup plus pluriel dans la société. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les discours et leur visibilité dans l'espace public et médiatique. Donc, je pense qu'une histoire désorientée et un récit désorienté, c'est un récit qui contribue à rendre visible ce qui est invisibilisé, à pluraliser les points de vue, à faire réémerger des choses qui, pour plein de raisons, ont été rendues invisibles. Donc, je proposerai trois manières de construire ces nouveaux récits. D'abord, pour revenir sur cette question des techniques et pour prolonger ce que je viens de dire, au-delà du discours sur l'innovation, puisque le discours sur la technique est souvent un discours cumulatif sur l'innovation, proposer une réflexion plus poussée, et c'est déjà ce que fait les écomusées, c'est déjà ce que font les écomusées, et c'était sans doute l'un des projets fondateurs des écomusées dès les années 70, c'est-à-dire de moins insister sur l'innovation et davantage insister sur l'usage, et davantage insister sur les débats, les négociations suscitées par les objets techniques, les équipements qui sont présentés dans les musées, qu'ils soient musées agricoles, musées de société, musées associatifs, musées industriels. Et bon, évidemment, à l'intérieur de la FEMS, il existe une très grande pluralité de musées différents, qui ont un rapport différent aux objets, différents aussi au monde populaire du passé. Donc ma première proposition, ça serait de réintégrer un discours historique sur les objets, sur les équipements techniques, en mettant au centre la question des usages, des tensions, des conflictualités, des rapports sociopolitiques que transportent et que véhiculent les objets. Les objets ne sont pas neutres, les objets remodèlent les sociétés, remodèlent les rapports sociaux de plein de manières. Et chaque objet, évidemment, transporte avec lui de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles formes de hiérarchie, de nouveaux rapports de pouvoir. Et mettre ces rapports de pouvoir au cœur du récit sur les objets. Deuxièmement, ce que tu as évoqué rapidement aussi, c'est rendre visible ce que j'appellerais les regrets du progrès. L'histoire des 2 derniers siècles, c'est souvent l'histoire évidemment d'une émancipation à l'égard de sociétés à la fois ignorantes et de sociétés considérées comme archaïques. Et cette histoire du progrès, cette histoire de la modernité, c'est une histoire qui tend à invisibiliser en permanence ce qu'on pourrait appeler regret. Le mot progrès a connu un très grand succès depuis le milieu du 19e siècle, mais son opposé, le regret, c'est-à-dire ce qui se dégrade, a été plutôt enterré. Donc je militerai pour revaloriser la notion de regret et pour intégrer cette question de regret pour un peu rééquilibrer les récits du passé, en faisant la part entre ce qui a progrès, parce qu'il y a plein de progrès, mais où se situent les progrès, progrès pour qui, progrès pourquoi, et de quel type de regret se paie ce qu'on appelle progrès, pour avoir
une histoire, un récit du passé plus équilibré. Et puis je terminerai, parce qu'il faut toujours terminer par des notes positives, mais je ne sais pas si ça sera si positif que ça en réalité. Je terminerai par l'idée de troisième manière de faire ces récits désorientés, ça serait faire le récit des alternatives. Faire le récit des pratiques sociales, des équipements, des objets techniques qui ont été oubliés, qui ont été enterrés, qui ont été invisibilisés parce que l'histoire des techniques, notamment celle qu'on présente dans les musées, est souvent l'histoire des vainqueurs. Alors justement, c'est la force des écomusées d'avoir comme projet de maintenir vivant ce qui a été vaincu. Mais même en maintenant vivant ce qui a été vaincu, on rejoue souvent en fait une histoire linéaire des vainqueurs. Donc je militerais pour une histoire des échecs. Donc je militerais pour une histoire des échecs techniques. Un musée de l'échec technique serait très intéressant. Un musée de ce qui ne marche pas dans les techniques. Un musée, souvent la technique est présentée lorsqu'elle fonctionne. La plupart du temps, une technique ne fonctionne pas. Ou en tout cas, il faut des générations pour qu'elle se mette à fonctionner, des ajustements qui sont souvent invisibilisés. Qu'est-ce que serait une histoire des techniques au prisme des accidents, du dysfonctionnement, qui impliquerait et qui prendrait en charge la question de la maintenance, c'est-à-dire tous les efforts humains pour que ça marche. Bon, donc en gros, voilà, une histoire des alternatives, ce que j'appelle les alternatives oubliées, qui serait aussi une histoire des échecs. Est-ce que les échecs du passé peuvent être, d'une certaine manière aussi, des enseignements pour le futur? Bon, donc voilà un peu le programme que je voulais aborder avec vous. Je ne vais pas tout déplier, je voudrais juste prendre quelques exemples à chaque fois. Donc la première dimension de ce récit désorienté, ça serait un récit qui s'émanciperait du culte de l'innovation. C'est le point principal, c'est le premier point. C'est le point, d'une certaine manière, sur lequel j'insisterai, j'ai envie d'insister le plus. Et pour ça, à mon avis, je suis en phase avec le projet des écomusées, parce que pour moi, les écomusées sont des institutions qui ont été créées en réaction et en résistance à un discours post-30 glorieuses de célébration unilatérale de ce qu'on appelait le progrès technique, la modernité, qui sont des catégories un peu vides et hors sol quand on ne les déplie pas. Or, justement, depuis une quarantaine d'années, on est dans un moment paradoxal. Depuis les années 80, le discours sur l'innovation n'a jamais été aussi triomphant. Il n'y a pas une politique publique, il n'y a pas un acteur économique qui ne met pas le mot innovant, innovation dans sa communication interne. Si vous voulez avoir un projet à l'université, il faut dire que vous allez faire de l'innovation. Si vous voulez obtenir un financement public, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il faut faire de l'innovation. D'où le fait qu'on met des trucs numériques partout, parce que ça permet, malgré le coût écologique, et je vous en passe, de ces équipements, d'attirer les financeurs qui ne jurent que par l'innovation. Bon, donc il y a un culte de l'innovation qui n'a jamais été aussi spectaculaire que dans les dernières décennies. Le mot innovation est devenu dominant dans le langage, dans les imaginaires contemporains à partir des années 80, 90. Bon, depuis une dizaine d'années, on parle de la Startup Nation, on parle du monde de la tech. L'innovation a pris le nouveau visage du numérique et de l'IA, qui est une sorte de nouveau langage qui est l'innovation au carré. Bon, là, on est quand même noyé dans une sorte de baratin généralisé très puissant qui nous enferme. J'espère que je ne suis pas trop provocateur ou caricatural en disant ça, mais je pense que je ne suis pas tout seul à le penser. Donc, ce discours-là est omniprésent et il n'a jamais été aussi central dans les institutions publiques, dans les discours politiques, dans le langage de la publicité. Et en même temps, la plupart d'entre nous avons sans doute conscience que c'est un discours vide, c'est un discours creux, c'est un discours qui accélère la crise systémique et l'effondrement plutôt qu'il vise à nous en sortir. Donc on est dans cette espèce de paradoxe de tension. Par ailleurs, d'un point de vue historiographique, l'histoire de l'innovation a été très profondément revue. L'histoire des techniques, qui était encore une histoire très héroïque, très glorieuse, qui était arrimée à quelques grands noms de génies solitaires qui arrivaient à transformer le monde. James Watt, qui invente la machine à vapeur, qui va créer la révolution industrielle. Edison, qui domestique l'électricité, qui va inventer la deuxième révolution industrielle. Elon Musk et Bill Gates, qui inventent le numérique et qui vont inventer la troisième révolution industrielle. On est exactement toujours dans cette espèce de même récit, qui est une fable qui a été inventée dans les années 1830. Le mot révolution industrielle date de cette époque-là. Ça a été inventé par des économistes qui disaient regardez, au lieu de faire des révolutions sur le terrain politique, comme on le fait en France,
prenez modèle sur l'Angleterre qui fait ses révolutions de façon pacifique sur le terrain de l'industrie. Et James Watt vient de mourir et il devient le premier grand héros de l'invention censé faire advenir un monde nouveau, moderne. Il va avoir sa statue à Westminster. Et là s'engage un nouveau récit du progrès technique, une nouvelle téléologie héroïque de l'innovation et de l'innovateur. Pendant longtemps, l'histoire des techniques, ça a été ça, une série de dates, de ruptures. Bon, je ne vais pas vous faire toute une synthèse sur l'évolution de l'histoire des techniques depuis 40 ans, mais on sait désormais que ça ne marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas de rupture technologique majeure, il n'y a pas d'innovateur génial qui inventerait tout par lui-même. Il y a toujours des innovations collectives, des processus complexes, des processus sociaux de longue durée. En général, l'innovateur qu'on retient dans les histoires des techniques, c'est celui qui a réussi le marketing. C'est-à-dire qui a réussi à attacher une innovation, un objet, à son nom, en écrasant tous ses concurrents en général. Évidemment, ce n'est pas James Watt qui a inventé la machine à vapeur. Il y avait des centaines d'ingénieurs partout en Europe qui, depuis un siècle, travaillaient sur la machine, ce qu'on appelle la machine à vapeur. Bon, de même, ce n'est pas Elon Musk ou Bill Gates qui ont inventé l'ordinateur, l'informatique personnelle et le numérique. Bon, tout ça, c'est évidemment de la com. Et donc, il y a un décalage entre le discours public sur l'innovation et les travaux des historiens sur l'innovation qui insistent de plus en plus sur, au contraire, la dimension collective des inventions, le processus progressif, sur le fait que le problème, souvent, c'est qu'on insiste sur la nouveauté. Donc, on polarise le regard sur la nouveauté. Ça a été la machine à vapeur dans les années 1830, alors que personne n'utilise de machine à vapeur dans les années 1830 en France. Il y a 2000 machines à vapeur en fonctionnement en France pour plus de 50 000 roues hydrauliques et des dizaines, voire des centaines de milliers de moteurs à force animale. Mais on parle de la machine à vapeur parce que ça apparaît comme le progrès de l'avenir, ce qui va orienter le futur, un peu comme l'IA aujourd'hui. Beaucoup plus de gens qui utilisent un balai que l'IA au quotidien, mais on ne parle jamais du balai. Alors que dans la culture matérielle quotidienne, c'est sans doute un objet technique très important. Là, c'est une légère provocation. Bon, juste, je citerai... Non, ce que je veux dire, c'est que le discours sur la technique est toujours biaisé par cette espèce de fascination pour l'innovation, par la surexagération de l'importance de la dernière nouveauté, qui tend à écraser la complexité des cultures matérielles, la diversité des équipements, des pratiques, des systèmes techniques qui sont effectivement utilisés à chaque époque. Il y a un auteur très important que je vous invite, si vous ne connaissez pas, qui explique cela très bien à partir des années 1990, s'appelle David Edgerton, qui est l'un des meilleurs historiens des techniques des dernières décennies. C'est un Anglais qui a notamment publié ce livre au début du XXIe siècle, qui a été traduit en français il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l'histoire globale, qui est justement une histoire des techniques au XXe siècle, détachée de cette fascination pour la nouveauté, l'innovation et le dernier gadget à la mode, au profit d'une réflexion sur les techniques effectivement en usage. Donc il propose de passer d'une histoire de l'innovation à une histoire des usages, des pratiques techniques dans les sociétés. Donc la technique a été profondément renouvelée par une attention aux usages effectifs et par une attention aux logiques sociales et collectives de construction de ce qu'on appelle l'innovation. Donc dans les deux bouts, à l'origine de l'invention d'un objet technique, il y a des dynamiques sociales de longue durée complexes qui mobilisent des acteurs très divers. Et en aval, au moment de la consommation et de l'usage, il y a toujours un décalage entre les techniques effectivement utilisées et les techniques qui sont promues dans les discours publicitaires dominants. Moi, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais... Alors, donc, cette histoire des techniques détachées de l'innovation, ça peut prendre plein de formes. Moi, je m'étais beaucoup intéressé, et c'est l'une des formes possibles, à ce que tu as évoqué, c'est l'histoire de la conflictualité autour des techniques. L'histoire de la conflictualité autour des techniques. Dans l'histoire des techniques habituelles et dans les récits qu'on fait de la technique, vous avez un génie solitaire qui doit dépasser la barbarie de ses contemporains et l'ignorance de ses contemporains qui n'ont pas compris le sens de l'histoire et qui doit se battre pour imposer son innovation aux ignorants de son époque. Ça, c'est vraiment le récit standard qui est rejoué à chaque génération par tout innovateur qui se respecte, qui pour s'imposer sur le marché du progrès technique, a besoin de se présenter comme une sorte de héros solitaire qui doit vaincre l'hydre de la barbarie et de l'ignorance populaire pour s'imposer. Ça, c'est vraiment une sorte de topos littéraire qui s'installe au XIXe siècle, qui reprend d'ailleurs les vies de saints du catholicisme et qu'on trouve à peu près dans tous les domaines. Et donc, souvent dans ces récits, vous avez le récit de... il y a ça par exemple, avec Jacquard, il y a ça avec James Watt, il y a ça avec tous les inventeurs. Il y a un moment où il se heurte au refus de ses contemporains,
ou au conflit ou au rejet de son invention par les contemporains. Et ça, je m'étais beaucoup amusé à étudier les vies d'inventeurs au XIXe siècle, où c'est vraiment un moment de la vie du saint inventeur qui apparaît systématiquement. Quand on s'intéresse de façon un peu plus précise à ça, en réalité, c'est beaucoup plus complexe, souvent. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote qu'on trouve d'ailleurs sur Wikipédia et dans certains musées, de Jacquard, qui aurait été jeté dans le Rhône par les ouvriers tisseurs lyonnais qui s'opposaient à son métier à tisser. Ça, c'est génial. C'est une invention complète. Hein. Les tisseurs, les canuts, on ne les appelait pas encore les canuts à l'époque de Jacquard, mais les tisseurs de soie lyonnais ne sont jamais opposés à Jacquard. Il y a eu un procès contre Jacquard sous le Premier Empire parce qu'on l'accusait d'avoir volé des progrès, des améliorations techniques qui avaient été réalisées sur le métier à tisser pour la soie. Et donc, il y avait eu un procès, on l'accusait en fait de s'être approprié les inventions d'autres acteurs de la fabrique qui n'avaient pas déposé de brevet, etc. C'est pour ça qu'il y avait un procès contre Jacquard. Et le récit, dans toutes les vies de saints de Jacquard qui apparaissent au XIXe siècle, il y a toujours le moment où le pauvre Jacquard, les méchants ouvriers qui n'avaient pas compris, voulaient le jeter au Rhône parce qu'on l'accusait de voler leur emploi. Bon, déjà, d'une part, le métier à tisser jacquard ne vole pas vraiment les emplois, parce que c'est un métier qui permet de supprimer le travail des enfants, des tireurs de laque, et d'automatiser un peu le métier à tisser les tissus de soie. Et en réalité, le métier à tisser jacquard est le résultat de 30 ans de progrès à l'intérieur de la fabrique lyonnaise, de la part des tisserands et des artisans tisserands eux-mêmes. Et d'ailleurs, les artisans tisserands se sont réappropriés le métier jacquard, qui était un métier utilisé à domicile, dans un cadre proto-industriel, et qui n'a pas donné lieu à un processus d'industrialisation, de concentration usinière, et qui supprimait assez peu de bras en réalité, qui permettait en revanche de réaliser plus efficacement, plus facilement des travaux complexes. Bon, mais c'est après 1830, après la mort de Jacquard, quand on commence à célébrer Jacquard, notamment les élites économiques lyonnaises qui en font une sorte d'icône. Dans le récit de la vie de Jacquard, on introduit le moment où Jacquard est jeté au Rhône par les ouvriers qui n'avaient rien compris. Et donc là, il y a un mélange assez intéressant, parce que c'est donc l'évocation de la violence des ouvriers est une manière de célébrer la grandeur de l'innovateur, hein, qui est capable de dépasser ces violences. Et en plus, ça rejoue sur des conflits qui ont réellement existé. C'est-à-dire qu'effectivement, au début du 19e siècle, vous avez toute une série de conflictualités sociales autour d'un certain nombre de métiers. À la même époque que Jacquard, une des machines, je ne sais pas si elle est présente dans un écomusée, je n'ai pas fait l'enquête, si certains ont une information là-dessus, ça m'intéresse. L'un des métiers qui est exactement contemporain du métier jacquard, 1810, entre 1805 et 1810, c'est ce qu'on appelle le métier à tondre les draps. C'est pas pour tondre la laine du mouton, c'est pour tondre le drap. Une fois que le drap a été tissé, il fallait le tondre. On utilisait auparavant des espèces de gros ciseaux assez complexes. Ça permet de lustrer, de finir le travail pour obtenir un drap de qualité. Bon, c'était un travail assez complexe. Il y avait toute une corporation qu'on appelait les tondeurs de draps qui arrivait à la fin du processus de production. Et l'un des gros problèmes des tondeurs de draps, c'était des ouvriers qui passaient leur temps à faire grève et à revendiquer des augmentations de salaire, parce que s'ils bloquaient le processus de production à la fin de la fabrication du drap, le drap était invendable, et donc ils avaient un pouvoir de négociation assez important. Et depuis le XVIIIe siècle, une des obsessions des industriels de la laine, c'est de mécaniser l'opération du tondage du drap pour faire disparaître cette corporation ouvrière. Donc là, c'est l'une des premières machines à tondre le drap qui reprend en fait le même geste technique que le tondage traditionnel. On met des espèces de gros ciseaux qu'on appelait des forces à tondre sur une table mécanisée actionnée par un moteur extérieur. Bon, ça ne marchait pas très bien en réalité. Puis très rapidement, on va mettre en place des machines à tondre le drap hélicoïdales qui utilisent une lame circulaire où le drap passe et le drap est tondu automatiquement. C'est comme une lame de tondeuse à gazon qui tourne très rapidement et qui permet de réaliser le travail du tondage du drap. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que cette machine à tondre les draps vers 1810-1811, va faire l'objet d'énormément de conflits, de tensions. Alors, il n'y a pas d'inventeur de la tondeuse, il n'y a pas d'inventeur génial de la tondeuse de drap qu'on a identifié un nom. C'est d'ailleurs pour ça que la tondeuse de drap n'est pas connue dans les récits de la révolution industrielle. Sinon, peut-être qu'on aurait considéré que la tondeuse de drap est la grande machine à l'origine de ce qu'on appelle la révolution industrielle, parce qu'en réalité, cette machine, elle est sans doute plus importante que le métier à tisser jacquard, parce que c'est la première vraie machine automatisée qui va être utilisée dans un contexte concentré et qui va se répandre très rapidement en une génération. Entre 1800, 1810 et 1830, quasiment tous les tondeurs de draps européens vont être éliminés parce que leur travail va être automatisé par cette machine à tondre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette machine, elle a un projet qui est explicite, hein, dès le rapport de Scipion-Mourgue de 1803, qui décrit, c'est le premier texte qui décrit cette tondeuse mécanique de drap, qui dit, donc plusieurs, à propos, Scipion-Mourgue, c'était une sorte de négociant qui a été envoyé par Napoléon dans les places de fabrique pour explorer les progrès techniques, les nouvelles machines qui pourraient permettre de rivaliser avec l'Angleterre dans un contexte de tension extrêmement forte entre la France et l'Angleterre. Et il dit, donc il visite Sedan, qui est l'une des grandes places lainières européennes du début du XIXe siècle, et il écrit « La terreur qu'inspirent les ouvriers, la crainte fondée de les voir se livrer aux derniers et plus coupables excès si quelques particuliers tentaient l'introduction de la mécanique, en empêcheront de bien longtemps l'usage à Sedan, à moins que le gouvernement n'intervienne, et il serait digne de vous, citoyen ministre, de fixer son attention sur ce point. » L'introduction de cette dernière machine à Sedan mettrait à la fois un terme à l'esprit séditieux des tondeurs et rendrait les fabricants en état de fournir les produits à des prix modiques. Le but de la machine est double. Baisser les prix de fabrication pour élargir les marchés, certes, mais aussi faire disparaître l'esprit séditieux des tondeurs de draps. On est en 1803, peu après la Révolution française, et d'emblée, la technique, hein, et cette machine en particulier, est investie d'un pouvoir, d'une dimension politique. C'est l'époque où on impose le livret ouvrier aux travailleurs et où on tente de sortir de la décennie révolutionnaire en mettant en place un nouvel ordre social, politique, fondé sur l'adoption du Code civil, toute une série de législations extrêmement répressives, notamment à l'égard des milieux populaires et ouvriers. Et donc cette machine, elle s'inscrit dans ce projet politique napoléonien de retour à l'ordre et de lutte contre l'insubordination ouvrière. Or, cette machine va faire l'objet de conflits récurrents. À l'époque du ludisme, vous avez évoqué le ludisme, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le ludisme. Levez la main ceux qui ne savent pas ce qu'est le ludisme, et comme ça je dis en 2 mots. Les autres n'osent pas peut-être, ou tout le monde. Bon, le ludisme, donc je dis quand même pour les 3 qui ont levé la main, le ludisme, c'est très peu connu en France, alors que c'est l'équivalent de la révolte des canuts pour l'historiographie anglaise. C'est le point de départ de l'histoire du mouvement ouvrier britannique. Ça désigne un mouvement social qui a eu lieu entre 1811, 1812, 1813 dans les comtés textiles anglais, au cours duquel des ouvriers de l'industrie textile se sont soulevés contre des machines, jusqu'à détruire des machines, des centaines, et notamment les tondeuses de draps, qui commencent à être employées en Angleterre avant la France, dès 1810-1811, et qui vont aboutir à une véritable guerre civile dans le pays. Alors on va parler du ludisme, c'est un peu un terme mystérieux. Il y a plusieurs explications à l'expression ludisme, L-U-D-I-S-M-E. Ça viendrait d'un... Bon, c'est pas trop en fait, mais ça désigne... Parce que les ouvriers, avant d'aller attaquer les usines, de mettre le feu aux usines qu'utilisaient ces machines incriminées, envoyaient des lettres de menaces qui signaient souvent le général Ludd, ou alors Ned Ludd, ou le roi Ludd. C'était une manière d'impressionner les fabricants, de leur faire croire qu'il y avait une sorte d'armée toute puissante derrière eux, et que s'ils n'obtempéraient pas à leurs exigences, ils allaient passer à l'acte. Donc il y a une stratégie rhétorique. Et très rapidement, ce terme ludisme a été diffusé par la presse, a circulé même sur le continent européen et est devenu une grande peur sociale que les ouvriers s'opposent à la mécanisation. Et cet épisode du ludisme a joué un rôle assez important et a contribué d'ailleurs à accompagner l'invention de l'économie politique des machines et de tout un discours de justification des machines. Par exemple, c'est à l'époque du ludisme que les premiers théoriciens de l'économie politique expliquent pourquoi il ne faut pas discuter des machines et pourquoi il n'y a pas de problème avec les machines. Notamment, c'est à ce moment-là que s'invente la théorie du déversement. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du déversement. C'est la théorie qu'il n'y a pas de chômage technologique, ça n'existe pas, il ne faut pas avoir peur, puisque si une machine est introduite dans un secteur d'activité, elle va faire baisser les prix de production, augmenter la quantité de marchandises produites, et donc elle va augmenter la richesse globale, et donc les emplois qui seront détruits dans un secteur d'activité seront recréés dans un autre secteur d'activité. Donc les ouvriers qui auront perdu leur emploi à cause d'une machine seront déversés dans un autre secteur d'activité, ce qu'on appelle la théorie du déversement, qui est théorisée par Jean-Baptiste Say dès 1800, dans les années 1810, quoi. Et qui est toujours la même théorie utilisée par l'économie politique pour justifier les dernières vagues d'automatisation, de robotisation ou d'IA censées transformer les conditions de travail. Ne vous inquiétez pas, on fera juste un peu de formation professionnelle et les ouvriers pourront être déversés dans un autre secteur d'activité en simplifiant considérablement le fonctionnement du marché du travail, le rapport au travail, la question des savoir-faire, la question de l'expérience du travailleur, etc. Bon, tout ça pour dire, mais je ne vais pas m'étendre 1 heure, parce qu'on pourrait parler d'1 heure de la machine à tondre les draps et des débats qu'elle a suscités, mais
cette machine va susciter aussi en France, quand elle va arriver, des tas de conflits. Là, je vous ai mis des petits points sur toutes les villes où il va y avoir des conflits, liés à l'introduction de ces tondeuses de draps. Notamment dans toutes les places lainières du sud de la France, qui connaissent une période de crise dans les années 1820-1830. Et c'est justement au moment où les ouvriers connaissent une crise, une diminution de la demande, qu'un certain nombre de fabricants acquièrent les tondeuses de draps d'Angleterre et du nord de l'Europe. Ce qui va entraîner une flambée de révolte, avec des machines qui sont obligées d'être accompagnées par la gendarmerie pour ne pas être assaillies par la population ouvrière. Des machines qui sont assaillies par la population. Ce n'est pas les ouvriers contre les patrons en réalité. C'est l'ensemble des communautés des places lainières contre quelques innovateurs qui rompent le pacte d'égalité qui présidait aux relations sociales à l'intérieur de ces communautés. Il faut que je mette le micro plus là. Plus là. Pardon? Ah oui, bon, voilà. C'est ce que je craignais. Oui. Il me reste combien de temps? Bon. Ok. Donc là, on vient de me mettre en difficulté, mais je vais essayer de retomber sur mes pas. Je savais que j'aurais dû faire un exposé intégralement sur la tondeuse de draps, mais je n'ai pas osé, puis finalement je l'ai fait. Bon, tout ça pour dire que cette tondeuse de draps, si on déplie son histoire, ce n'est pas seulement l'histoire d'une innovation magnifique qui va permettre de révolutionner l'industrie lainière et d'inventer l'usine textile. Cette tondeuse de draps, c'est une histoire beaucoup plus complexe, variable dans l'espace, variable dans le temps, qui provoque des tas de discours pluriels, qui a des effets sociaux, qui a des effets politiques, qui remodèle les communautés de travail. Et ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas juste les ouvriers contre l'inventeur, c'est en fait l'ensemble d'une communauté contre certains qui rompent. Et d'ailleurs, les plus opposants à ces machines, c'était les rivaux, c'était les autres fabricants qui ne voulaient pas que certains prennent l'avantage sur le marché local en installant ce type de machine. Donc, comment faire l'histoire de ce genre de machine, de ce genre d'objet technique, en réintégrant cette complexité, cette diversité de points de vue, cette diversité d'effets de la mécanisation, en sortant du seul récit un peu linéaire. Alors j'avais prévu tout un truc aussi sur les machines à imprimer, mais là, bon, je vais pas le faire. Donc voilà, la complexité des objets techniques et la réintégration des objets techniques dans leur contexte social d'utilisation, dans les tensions qu'elles provoquent, dans les formes de conflictualité qu'elles provoquent. Je pense que ça pourrait intéresser les publics, ça pourrait nourrir de nouveaux récits qui ne sont pas des récits simplistes, hein, qui sont des récits qui permettent d'enrichir en fait, le récit du passé. Alors le deuxième, parce qu'effectivement j'en suis qu'à ma deuxième sous-partie, le deuxième point sur lequel je voulais insister, très rapidement du coup, c'est la question des regrets. Donc, l'histoire du progrès, c'est une histoire simpliste qu'on peut complexifier par la prise en compte des rapports et des conflictualités sociales. L'histoire du progrès, c'est aussi une histoire de regret qui a été oubliée et invisibilisée. Le terme regret, je l'emprunte à un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Élisée Reclus, célèbre géographe anarchiste de la fin du 19e siècle, qui a écrit un livre admirable au début du 20e siècle qui s'appelait L'homme et la terre, dans lequel il écrit notamment « Le fait général est que toute modification, si importante qu'elle soit, s'accomplit par adjonction au progrès de regret. » Que pointe Élisée Reclus dans cette formule? C'est l'ambivalence profonde de ce qu'on appelle progrès. Le progrès est par essence et définition ambivalent. C'est-à-dire qu'on a les deux. On a à la fois des avantages, des gains pour faire certaines choses, pour certains acteurs économiques, et on a aussi toute une série de problèmes, toute une série de désavantages, qui souvent n'apparaissent que plus tard. Parce que, évidemment, les promoteurs d'une nouveauté insistent pour s'installer sur un marché, pour obtenir des soutiens politiques, économiques, sur les bienfaits de leur innovation, de leur progrès. D'où l'émergence d'un discours qui célèbre le progrès. À la même époque, c'est ce qui se passe avec l'automobile, par exemple. L'automobile est un objet technique dont personne ne veut au début du XXe siècle, qui suscite énormément de conflits, de problèmes. C'est juste un objet de luxe. Il y a même l'Humanité en 1908 qui publie un article hallucinant qui dénonce dans l'automobilisme la nouvelle forme de lutte des classes, dans lequel il dit que les classes populaires doivent lutter contre l'automobilisme, parce que qu'est-ce que l'automobilisme? C'est une privatisation par les riches de l'espace public de la ville pour des usages qui sont en fait des usages extrêmement limités. Personne n'imaginait que la voiture automobile à moteur thermique deviendrait un usage de consommation de masse qui remodèlerait les modes de vie, les espaces urbains. À l'époque, le progrès de la mobilité passe par la mise en place du tramway, par le vélo,
par la mise en place de routes et de chemins pour marcher à pied, par le transport ferroviaire et par toute une série de systèmes de transport et de mobilité communes. L'automobile, c'est un loisir de luxe, essentiellement pour le considérer comme une pratique sportive, d'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale, qui suscite des tas de conflits dans plein de régions. D'ailleurs, on veut l'interdire. Dans plein de villes, on interdit les voitures. Il y a même des cantons suisses qui interdisent l'automobilisme. Bon, c'est un vrai objet technique. Et c'est précisément autour de l'automobilisme qu'apparaît, par exemple, cette expression que j'adore, qui est « on n'arrête pas le progrès ». Je m'étais amusé à faire les généalogies intellectuelles de cette expression « on n'arrête pas de progrès », qui est quand même le sommet de la bêtise si on y réfléchit 2 minutes. C'est une sorte de lecture de l'histoire complètement évolutionniste, fataliste, qui, comme si ce qu'on appelle progrès était une locomotive qui va à toute vitesse et qu'on ne peut pas arrêter en se mettant devant. Mais non, ça ne veut rien dire. Ce qu'on appelle progrès, c'est toujours des choix qui ont été faits à un moment contre d'autres alternatives, d'autres possibilités. Il y a toujours une pluralité de manières de faire à chaque époque. Et ce qui s'impose à un moment, c'est des choix en fonction des rapports de force politiques, économiques. Et donc, on n'arrête pas le progrès. En fait, c'est un discours qui a été inventé par les automobiles clubs et par la presse qui s'enthousiasme pour l'arrivée de l'automobile et qui essaye de cadrer le débat sur l'automobile en disqualifiant les discours d'opposition extrêmement divers qu'on trouve dans la société contre cet objet technique, à un moment où les municipalités investissent dans les tramways et dans toute une série d'autres trajectoires techniques que l'automobile. Donc la question, et l'automobile est un bel exemple, c'est-à-dire qu'on a célébré ses avantages, ses conquêtes, la mobilité rapide, la puissance, et on a invisibiliser en permanence les regrets qu'elle provoquait. Donc c'est, bon, je ne vais pas développer parce que évidemment ce sera toute une conférence en soi, c'est la question effectivement des pollutions, des nuisances, des coûts environnementaux de nos appareils, de nos équipements, de nos systèmes socio-techniques. Et donc, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfaitement invisible. Parce que, et les historiens sont responsables en partie. C'est-à-dire que jusqu'il y a très récemment, il était possible d'écrire l'histoire de toutes les grandes branches d'activité contemporaines sans consacrer une ligne à la question des pollutions. Il était possible de faire une thèse de doctorat de 1000 pages sur l'entreprise Saint-Gobain et l'industrie chimique sans consacrer une ligne à la pollution, à la contamination du milieu, aux plaintes des riverains. Or, ce que les historiens redécouvrent depuis 20 ans, c'est qu'il y avait des conflits partout. Ne croyons surtout pas, et ça c'est quelque chose que les écomusées devraient investir, ne croyons pas que la question environnementale, c'est une sorte de découverte récente des années 70. Avant, on était complètement con, on n'était pas au courant. Puis d'un coup, on sait. Et donc, comme on sait, maintenant, on va pouvoir régler le problème. Ça, c'est le récit rassurant qu'on se raconte. Avant, on ne savait pas, donc on ne pouvait pas régler le problème. Maintenant, on sait, donc il y a juste à informer le public. Et quand tout le monde saura, hop, on fera la transition et on réglera le problème. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. On en a toujours su. Et le savoir a toujours été invisibilisé et mis de côté parce qu'il y avait des intérêts économiques, notamment, qui s'imposaient sur ces savoirs. Et ça, c'est tout ce que nous enseigne l'histoire des pollutions, que je ne vais pas développer, mais ce qui est devenu, depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup de travaux qui ont relu toute une série de branches d'activité, toute une série de travaux. Bon, j'en cite juste quelques-uns classiques. Le livre de Stephen Mosley, par exemple, sur Manchester, en Angleterre. Le livre de Gérard Chastagnaret, dans sa version anglaise, dans sa version espagnole, qui s'appelle « De fumée et de sang », qui est une histoire de l'industrie minière de Rio Tinto en Espagne au prisme des conflits environnementaux. Gérard Chastagnaret, c'est un historien très intéressant, qui a passé sa vie à étudier l'industrie minière espagnole, parce que l'Espagne, en fait, était une colonie minière de la Grande-Bretagne et de l'Empire britannique, où on extrayait toute une série de métaux pour l'importer en Angleterre, notamment du cuivre, etc. Et Chastagnaret a travaillé pendant toute sa vie sur l'histoire de l'industrie minière, dans une perspective d'histoire économique, d'histoire en partie sociale aussi, sans jamais voir les fumées. Et à la retraite, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des fumées partout. Et les fumées étaient partout dans ses sources aussi. Et les conflits étaient partout, mais il ne les voyait pas. Parce qu'on était baigné dans une culture de la cheminée qui fume et dans une sorte d'évidence naturelle que ces déchets étaient une sorte de revers inévitable du progrès. Donc il a fait un livre magnifique sur les grandes révoltes ouvrières contre Rio Tinto, qui était une grande industrie qui existe toujours aujourd'hui, qui était à l'époque une entreprise britannique qui exploitait des mines de cuivre en Espagne en rejetant des fumées extrêmement toxiques qui contaminaient les populations avec des taux de mortalité infantile considérables dans les communautés paysannes du coin, qui détruisaient les récoltes agricoles et qui a donné lieu à une gigantesque révolte ouvrière qui a fait plusieurs centaines de morts et qui n'avait jamais vraiment été étudiée. Il y a eu plus de morts dans l'émeute de Rio Tinto en Andalousie dans les années 1870 qu'à Fourmies dans le nord de la France, qui est un lieu de mémoire du martyrologue de l'histoire ouvrière. Donc voilà, il faut retrouver aussi ces réflexivités environnementales, ces débats sur les fumées, ces conflits,
à travers lesquels s'est installée l'industrie et qui pourraient nourrir des récits. Il y a aussi un très beau livre d'un historien belge, Julien Maréchal, qui s'appelle La guerre aux cheminées, sur les débuts de l'industrie chimique en Belgique au milieu du 19e siècle. Et il montre comment les communautés paysannes autour des usines se sont réellement soulevées massivement contre ces usines. Et donc comment on peut faire une histoire de ces équipements, de cette histoire passée, de cette industrie chimique, aussi en prenant en compte cette pluralité de regards, celle des riverains, celle des populations impactées, celle des populations et des autres acteurs économiques dans les alentours. Je voulais évoquer 2 exemples, mais j'ai peur qu'il y ait une révolte de l'organisateur si je continue trop. Mais récemment, il y a eu comme vous allez visiter le Creusot prochainement, il y a eu un livre d'un étudiant de Dijon très intéressant qui a essayé de relire l'histoire du Creusot au prisme de ses fumées. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire des fumées, des pollutions. Je voulais revenir sur aussi l'histoire comme vous allez passer au Creusot dans quelques jours, l'histoire du scandale de Montchanin. Est-ce que vous connaissez le scandale de Montchanin ? Montchanin, petite ville industrielle au sud du Creusot, qui a été l'objet dans les années 80-90 d'un des pires scandales écologiques de l'époque contemporaine, puisque en 1978, un industriel a obtenu une dérogation pour installer dans d'anciennes carrières d'argile une gigantesque décharge industrielle où tous les déchets industriels de la vallée du Rhône et des pires industries polluantes d'Europe occidentale ont déversé leurs résidus pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que ça provoque des levées de boucliers des riverains, des élus locaux, et un procès qui va durer 10 ans, qui n'est pas encore terminé, parce qu'aujourd'hui, il y a des investissements considérables pour essayer d'atténuer les rejets dans le milieu et les contaminations qui se poursuivent aujourd'hui. Et cette histoire de Montchanin, elle est intéressante parce que Montchanin, ça c'est un tableau de Bonomé, vous savez, le fameux peintre de l'industrie sous le Second Empire. Et ça, c'est une représentation du paysage des carrières d'argile de Montchanin. Parce que Montchanin, au milieu du 19e siècle, va devenir un des principaux sites d'extraction de l'argile pour nourrir les fabriques de tuiles. Ça, c'est très intéressant, les fabriques de tuiles aussi, parce que à partir des années 1860, le gouvernement interdit la construction en toit de chaume pour éviter les incendies à l'échelle nationale. Ce qui va entraîner une explosion de la demande de tuiles et l'ouverture un peu partout de tuileries briquetées, notamment pour répondre à la nouvelle demande. Et comment on fait pour répondre ? Notamment, il y a une entreprise qui s'appelle la Grande Tuilerie de Bourgogne qui va être créée dans les années 1860 et qui va passer de 1 million de tuiles fabriquées à la fin des années 60 à plus de une quinzaine de millions de tuiles par an au tout début du XXe siècle. Et comment on fait pour fabriquer des tuiles ? Il faut de l'argile, il faut des fours. Et qu'est-ce que ça voudrait dire aussi faire l'histoire de ces tuileries, de ces activités industrielles qui se développent dans le contexte de la deuxième moitié du XIXe siècle, en prenant en compte les habitants expropriés, les impacts environnementaux des carrières, le legs à long terme de ces tuileries. Pourquoi on a installé la grande décharge de Montchanin en 1979 ? Parce qu'il y avait d'énormes trous qui étaient laissés et dont la municipalité ne savait pas quoi faire et a accepté, dans un contexte de déprise économique, de désindustrialisation, de chômage de masse, de céder ce trou et ces friches industrielles pour accueillir des déchets de toute l'Europe. Et donc, on voit comment une histoire des tuileries au prisme des controverses environnementales les plus récentes. Et là, ça serait une manière d'intéresser, ça serait génial, un écomusée de la tuilerie qui évoquerait ce que deviennent les trous une fois que la tuilerie disparaît, une fois que les carrières d'argile sont fermées. Bon. Alors, dernier mot, là, vraiment, en guise de conclusion, en fait, de résumé et d'ouverture, parce que c'était le 3e point. Donc, complexifier l'histoire du progrès technique en pluralisant les points de vue, en réintroduisant de la conflictualité. Faire réémerger les regrets. Puisqu'en réalité, ce qu'on appelle le progrès technique, c'est toujours quelque chose qui a un impact environnemental. Une machine, un équipement technique, c'est du flux de matière. On extrait de la ressource, on rejette des déchets. Le progrès technique, c'est une façon d'invisibiliser ces flux de matière, puisque de toute façon, les ressources, on les extrait en général ailleurs, et les déchets, on les repousse ailleurs, et donc on ne voit pas le processus. Une machine, une automobile, comme il y a aujourd'hui, c'est des équipements à invisibiliser la nuisance et la pollution. Il y a un décalage entre le moment où on l'utilise et il y a une invisibilisation des conditions de production. Donc je pense fondamentalement un écomusée doit visibiliser la réalité des conditions de production dans la diversité de ses formes et de ses impacts pour les sociétés et pour les milieux. Et donc dernier point peut-être, alors une fois qu'on a dit ça,
le dernier point, parce qu'un écomusée ne peut pas laisser les gens dans, ne peut pas laisser les gens uniquement désorientés. On ne peut pas uniquement laisser les gens. C'est ça le problème du discours écologique. Son discours de l'année dernière en introduction, c'est-à-dire que c'est un discours qui déprime tout le monde. Là, je vous ai déprimé un petit peu, mais on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est un des gros problèmes, puisque la réalité est déprimante. Mais comme il ne faut pas déprimer les gens, on est toujours coincé, parce que si on dit la réalité, on déprime les gens. Et donc, on est obligé de mentir ou de ne pas dire la réalité. Parce que sinon, voilà. Donc, non, mais c'est un vrai problème en matière de rhétorique et de communication. Alors, comment on pourrait ne pas déprimer les gens ? On pourrait peut-être ne pas déprimer les gens en rappelant en fait, qu'il y a une pluralité de mondes possibles, qu'il y a une pluralité de possibilités. Je prendrais juste. C'est pour ça que je vous dis au début, il faudrait faire une histoire des échecs techniques. Il faudrait faire une histoire des filières techniques, des lignées techniques qui ont été invisibilisées, abandonnées. Alors, j'en retiendrai juste un. Alors, je ne suis pas sûr que ça va nous enthousiasmer non plus, parce que ça ne veut pas vraiment être une solution. Mais en tout cas, c'est une manière de pluraliser le champ des possibles. Le progrès, ce n'est pas une locomotive qui va tout droit très rapidement. Ce qu'on appelle le progrès, c'est toujours une question de représentation, de choix collectif. Et en fait, à chaque époque, il existe plusieurs progrès possibles. Il y en a un qui s'impose, et une fois qu'il s'est imposé, on a l'impression qu'il n'y avait que lui qui était possible. Mais en réalité, faire l'histoire, c'est aussi réouvrir ce champ des possibles. Et les écomusées devraient être une institution qui contribue à réouvrir ce champ des possibles en montrant comment, dans le passé, les acteurs imaginaient d'autres avenirs possibles. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais comment un musée qui s'intéresse au passé pourrait représenter l'avenir, mais d'autres avenirs tels que l'imaginaient les acteurs du passé. Je prendrai juste un petit exemple rapidement pour terminer, puisqu'il faut décarboner, qu'il faut décarboner pour résoudre le problème climatique. J'aimerais juste rappeler un truc. Parfois, on a l'impression qu'on s'est décarboné, qu'on s'est carboné sans le savoir. On s'est carboné comme ça. Maintenant, il faut décarboner. 80% de l'énergie primaire dans le monde, c'est du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, c'est une histoire d'addition et de symbiose énergétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire des énergies, ce n'est pas l'histoire du remplacement d'une source d'énergie par une autre. C'est l'histoire d'un ajout des nouvelles sources d'énergie, d'empilement. J'aurais pu vous montrer une courbe de l'histoire de l'énergie contemporaine. C'est toutes les sources d'énergie s'additionnent. Il n'y a jamais eu autant de travail humain. Donc la force musculaire n'a pas été remplacée par l'énergie des fossiles. Il n'y a jamais eu autant de pétrole consommé, il n'y a jamais eu autant de charbon consommé. On a ajouté les gaz naturels, on a ajouté le nucléaire. Bon, on pourrait... Mais ça fonctionne toujours comme ça. De même, j'ai un collègue historien qui a montré, par exemple, que le charbon n'a pas remplacé le bois. Rien que pour faire fonctionner les mines de charbon anglaises à la fin du 19e siècle, il fallait autant de bois que l'ensemble de la consommation de bois de l'Angleterre au XVIIIe siècle pour le chauffage domestique et industriel, juste pour l'étayage des mines. Donc en gros, le charbon, ce n'est pas juste du charbon, le charbon, c'est du charbon et du bois. De même que la voiture thermique à pétrole, ce n'est pas du pétrole, c'est du pétrole et du charbon. Puisque pour fabriquer une voiture, il faut de la sidérurgie qui fonctionne au charbon. Bah donc c'est comme ça tout le temps. Et l'IA, c'est pas un truc immatériel. L'IA, c'est du pétrole, du charbon et toutes les sources d'énergie qui se sont additionnées dans ce qu'on appelle l'IA, c'est-à-dire en fait des objets matériels pour collecter la donnée, la stocker et la retransmettre ensuite à celui qui interroge l'IA. Et donc ce charbon, et donc il faudrait faire une histoire désorientée qui nous rappelle comment on s'est carboné sérieusement. Et comment on s'est carboné ? Plein de gens ne voulaient pas se carboner. Plein de gens ne voulaient pas du charbon. Juste un exemple. Dans les années 1860, les années 1860 sont un moment important. Oui, je vais expliquer ce que c'est, cette image bizarre, dans un instant. Les années 1860 sont un moment important parce que c'est le moment où, officiellement, le charbon a dépassé l'énergie hydraulique comme source d'énergie en France. En Angleterre, c'est dès les années 1810, 1820. En Italie et dans le sud de l'Europe, c'est plutôt la toute fin du 19e, début du 20e siècle. En France, c'est vers les années 1860. C'est-à-dire que le charbon représente plus de 50%. On peut considérer que c'est le moment où on s'est carboné. Au moment où on rentre dans l'anthropocène, le capitalocène, tous ces grands termes-là. En 1860, en réalité, personne ne voulait, pas personne, mais la majorité ne voulait pas du charbon et ne voulait pas se carboner. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas majoritairement se carboner ? Déjà parce que la France n'a pas de charbon, très peu de charbon. Même avec le développement de l'industrie minière dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 1860, il faut importer structurellement un tiers à la moitié du charbon consommé en France.
Donc tout le monde avait conscience que se rendre dépendant du charbon, c'était se rendre dépendant des importations depuis l'Allemagne et de l'Angleterre, et donc il fallait trouver d'autres stratégies, d'autres trajectoires pour éviter d'adopter ce combustible. Par ailleurs, le charbon, ça rend dépendant de systèmes techniques extrêmement dangereux, qui explosent, qui marchent mal. Une machine à vapeur dans les années 1860, c'est un truc qui pue, qui fume, qui a un rendement déplorable sur le plan énergétique et qui provoque des tas d'accidents de tous les côtés. On ne peut pas faire l'histoire des machines à vapeur si on n'évoque pas l'histoire des accidents. L'histoire, et ça serait intéressant d'intégrer le récit de l'accident, le récit de la catastrophe. Il y a Paul Virilio qui avait fait ce vœu qu'il faudrait faire une histoire, non pas du progrès technique, mais une histoire de l'accident technologique. Or, les accidents sont toujours systématiquement invisibilisés dans les récits des progrès techniques. Parce que la machine, elle est là, elle est spectaculaire dans sa puissance, dans sa force, dans l'objet qui témoigne et qui reste. Et comment, évidemment, rendre sensible l'existence d'un accident à travers un objet? Il faut l'accompagner de récits, il faut l'accompagner. Oui, je sais, il faut que j'arrête. Je termine juste là-dessus pour... Vraiment, je termine. Dans les années 1860, parce qu'on ne voulait pas se carboner, c'est le moment où on va essayer de démultiplier les innovations pour ne pas avoir à adopter le charbon et la machine à vapeur. Ça, c'est une innovation qui m'amuse beaucoup. C'est le moteur hypromique de l'ingénieur Dorso qui propose en 1865, et il dit en 1865, mais on est malade. C'est le moment où le gouvernement essaye de développer le réseau secondaire de chemin de fer. Le réseau principal est en place. Et on décide la construction d'un réseau secondaire pour relier les petites villes entre elles. Et plein d'acteurs économiques et politiques disent, mais non, mais ça va être une gabegie de charbon, il va falloir importer du charbon d'Angleterre, ça va coûter une fortune, on ne peut pas. Il faut qu'on trouve d'autres manières de mettre en place des systèmes de transport. C'est les moments où le transport hippomobile explose. 1860, c'est le moment où se met en place les premières compagnies de transport hippomobile dans les villes qui sont hippomobiles. Le nombre de chevaux à Paris pour le transport passe de 20 000 au début du 19e siècle à 80 000, 90 000 à la fin du 19e siècle. Donc il y a beaucoup d'acteurs quand en fait la modernité et le progrès et le futur, c'est l'utilisation intelligente de l'énergie animale. Donc certains imaginent même une locomotive où là l'animal n'est pas devant mais l'animal est dedans sur un tapis roulant. C'est la grande vogue des tapis roulants qu'on a commencé à mettre au point et présenter à l'exposition universelle de 1851, et on essaye de mettre des tapis roulants partout comme une sorte de solution miraculeuse. Et c'est le fameux moteur hypromique de Dorso qui va intéresser pas mal dans la presse, qui va susciter des tentatives d'expérimentation qui évidemment va échouer. Et ce qui est intéressant, c'est parmi les arguments utilisés par Dorso pour justifier son moteur hypromique, il écrit l'épuisement rapide de tout le charbon de terre européen. Il anticipe. Les mines de charbon, à partir des années 1930, il n'y en aura plus. Donc, il va falloir anticiper. Sinon, il faudra se rendre dépendant d'importations très lointaines. Ça va être un problème. Et il évoque un autre argument, la grande catastrophe humaine qui ne manquera pas d'arriver si l'on continue à surcharger de gaz factice notre atmosphère. Donc, l'ingénieur Dorso, en 1865, justifie son innovation hostile à l'innovation carbonée de la locomotive à vapeur en évoquant le changement climatique d'origine anthropique provoqué par le rejet de CO2 dans l'atmosphère. C'est à la même époque, et je termine vraiment là-dessus, qu'un autre mécanicien ingénieur invente le moteur Mouchot, la première machine solaire visant à économiser du charbon pour notamment les usages domestiques et les besoins de faible quantité, qui est le premier convertisseur solaire qui devait faire fonctionner une petite machine à vapeur qui a été présentée, qui faisait fonctionner par exemple des petites presses à imprimer. Il y a même une entreprise qui a été créée dans les années 70 pour commercialiser le réflecteur solaire de la machine Mouchot, qui là aussi a disparu au début du 20e siècle, au moment évidemment où affluent des sources d'énergie fossiles bon marché et où s'impose le nouveau système technique. Alors je ne veux pas vous dire qu'il faut revenir au réflecteur solaire de Mouchot, mais en fait si, bien sûr, avec les techniques disponibles aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire qu'il faut revenir à la traction animale. Les chevaux ne remplaceront pas l'ensemble du transport mécanisé aujourd'hui. Il y a un ingénieur qui s'était amusé à faire des calculs. Il faudrait plusieurs fois la surface agricole de la France juste pour répondre à la moitié des mobilités. Mais parce que le problème, c'est que notre imaginaire technique repose sur la substitution. C'est-à-dire qu'on veut des systèmes techniques qui nous offriront les mêmes avantages que ceux qui sont disponibles. Or, en réalité, on n'aura jamais de système technique qui offre les mêmes avantages que le charbon et le pétrole. Parce que le charbon et le pétrole sont des miracles historiques provisoires qui permettent de dégager une puissance énergétique très importante, mais qui ont comme problème de provoquer plein de pollution, plein de rejets et d'avoir des coûts d'extraction de plus en plus prohibitifs avec leur raréfaction. D'où la nécessité, évidemment, de réinventer d'autres futurs. Et c'est
petits récits ou ces petits exemples, peut-être pourraient armer des récits autres dans des écomusées ou d'autres institutions muséales qui les remettraient, non pas pour les célébrer, pour le présenter comme des alternatives et des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution, hein, il faut être clair là-dessus, mais au moins pour rappeler que les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles se posaient déjà dans le passé, et que ces acteurs avaient aussi essayé de proposer des solutions. Et je ne vous parle pas de toute l'histoire de la sobriété qu'il faudrait faire, puisque ces innovations, elles reposent aussi sur le principe de la sobriété. C'est-à-dire que ces innovations ne sont possibles que si on se déplace moins, si on consomme moins et si on produit moins. Si on veut une société de consommation de masse, il n'y a que le pétrole qui peut offrir ces objets de masse. Bon, je suis vraiment désolé pour la longueur de cet exposé. Je vous remercie de votre attention. J'en ai vu 2-3 endormis, mais pas tant que ça. Et voilà, merci beaucoup. Merci François, c'était passionnant. Je vais me tourner tout de suite vers la salle s'il y a une première réaction, question, envie de... Allez, lancez-vous. Merci beaucoup pour cette conférence qui est très, très stimulante. Et juste en démarrant, vous avez évoqué la nostalgie dans de grands préambules pour peut-être réhabiliter la nostalgie. Et en fait, alors, quel que soit le terme qu'on utilise, moi, il me semble que mais ça va dans le sens de ce que vous avez essayé de démontrer, c'est que peut-être que le positionnement des musées et des écomusées en diversifiant, enfin en complexifiant, en montrant la complexité, la nuance, il y a quelque chose comme un antidote au culte de la modernité, comme vous l'avez bien montré, mais aussi un antidote à l'inverse, à la simplification, de l'exaltation d'un passé révolu. Le c'était mieux avant, c'est pas non plus le propos. Donc en fait, entre les deux, il y a cette voie à trouver, mais qui doit pouvoir répondre aussi à un discours qui aujourd'hui est au moins aussi fort d'un retour vers le passé et qui est pas forcément plus intéressant que le discours de l'avenir, quoi. Totalement. Mais en fait, cette question du discours du retour vers le passé, de la célébration du passé, j'ai l'impression que c'est une sorte d'histoire qu'on se raconte, mais en réalité, c'est pas si présent que ça, même si on veut le dire les choses très clairement. Les mouvements réactionnaires, conservateurs, néofascistes actuels sont moins des discours qui célèbrent le retour au passé que des discours qui célèbrent de nouvelles révolutions, de nouvelles formes de rupture, de nouvelles formes... Donc ça, c'est un point, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est-à-dire qu'on oppose souvent une sorte de discours de droite conservateur qui célébrerait un passé fantasmé. Certes, mais ça, c'est le travail de l'historien et des écomusées, de montrer que le passé, il est complexe, il est pluriel. Évidemment, il est travaillé par des inégalités, par des misères, par ses propres contradictions. Et d'ailleurs, le passé, ça ne veut rien dire, parce que la société du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, des années 1950, sont des sociétés extrêmement diverses elles-mêmes, qui ont... Donc quand on parle du passé comme d'un tout, d'une entité abstraite, en fait, on se noie, on se perd. De quel passé on parle, de quelle époque on parle, et de quelle société, de quel groupe dans les différentes sociétés du passé. Donc moi, le premier point, c'est voilà, cette idée qu'il y aurait un retour au passé, je ne le vois pas si présent que ça. Et au contraire, moi, ce que je vois, c'est une sorte de présentisme qui continue d'être plus que jamais fasciné par le futur. Un futur qui sera un futur très inégalitaire. Donc c'est peut-être, mais un futur qui se présente en permanence comme une révolution. Je veux dire, les théoriciens néoconservateurs contemporains sont des gens qui célèbrent l'IA, qui célèbrent dans tout. Et donc ça dépend. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer. Quand on parle du passé, quand on parle de ces choses, est-ce qu'on parle du monde matériel, du monde technique? Est-ce qu'on parle des rapports de force sociopolitiques? Est-ce qu'on parle des institutions? De quel passé on parle et de quel segment du progrès on parle? Vous voyez ce que je veux dire? Alors je voulais juste vous citer une citation à propos de la nostalgie que j'aime beaucoup, mais je vais vraiment être moins long dans les réponses. Hein. C'est une citation d'un anthropologue qui s'appelle Charles Stepanov, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage, qui est une réflexion sur à la fois le statut de la mort et la place de la chasse dans les sociétés contemporaines en lien avec tous les débats écologiques. Et il dit ça dans son introduction. La nostalgie n'est pas seulement le constat d'une disparition sans retour.
Elle ouvre l'imaginaire au-delà d'un présent rétréci pour impulser une force de réinvention. Et ça, je trouve que c'est assez beau. Donc la nostalgie, c'est pas célébrer nécessairement le passé dans son unicité. La nostalgie, c'est une émotion qui nous fait prendre conscience du tragique de la disparition de certaines choses. Et je pense assumer ce tragique de la disparition de certaines choses, c'est pas forcément vouloir revenir au passé. D'ailleurs, ça veut dire quoi, vouloir revenir au passé? Aux sociétés paysannes du 18e, aux sociétés industrielles des années 1950, à l'âge de pierre. Oui, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est soit revenir au passé, c'est soit accélérer encore vers l'avenir qu'on nous présente. Je pense que c'est une fausse alternative, en fait. Il y a plein de futurs possibles, comme il y a plein de passés. Et donc, justement, la fonction des écomusées, c'est de réouvrir le champ des futurs possibles en montrant la diversité et ici aussi la richesse du passé, en sortant de ce discours misérabiliste du présent pour les sociétés d'avant. Merci. Alors, votre réflexion, moi, ça m'inspirait plusieurs choses. D'une part, déjà, je pense, à titre personnel, moi, je suis pas hyper calée, plus fort. Donc, je suis pas hyper calée. Autant dans les écomusées, on a beaucoup travaillé l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire politique, l'histoire d'environnement. Clairement, c'est des éléments, je pense, où on a vraiment des enjeux, à intégrer dans nos conseils scientifiques, dans nos projets. Beaucoup plus d'expertise. Alors, on a pu tenter de le faire. Moi, ça m'a évoqué. Je travaille en Bretagne et au moment où la grande vitesse, la ligne LGV est arrivée en Bretagne, il y a eu une forme d'attente, hors sans commande politique, mais entre guillemets, célébrer l'arrivée de la grande vitesse en Bretagne. Et les 3 institutions que nous sommes, là où je travaille, ont adopté des angles de récit assez différents. Le Centre de culture scientifique et technique, très clairement, il s'est positionné avec une expo grande vitesse sur vraiment l'axe du progrès. Nous, au musée, on a plutôt travaillé l'enjeu de l'histoire et on s'est heurté à des problématiques aussi de matérialité, parce que dans un musée, on expose des collections. On avait beaucoup de choses sur l'histoire du chemin de fer, mais par rapport à ces questions de conflictualité là, que vous évoquiez, nous, la conflictualité qu'on a souhaité présenter, c'était par exemple la question du tracé du chemin de fer. Sauf que c'est des archives et pour un visiteur, ça ne va pas être très parlant. Donc, ça veut dire inventer des formes muséographiques avec un dialogue, avec une mise en scène de comédiens qui est complexe, qui prend du temps, qui prend de l'argent. Du coup, ça suppose aussi une innovation, je pense, nous, dans notre capacité à penser l'exposition. Et puis, le dernier élément, et alors, nos collègues de la bibliothèque, qui sont plutôt positionnés sur l'action culturelle, ont, eux, imaginé un cycle qui s'appelait « Envie de ralentir ». Donc, eux, ils ont pris le contre-pied du sujet. Mais ça suppose aussi qu'on ait la liberté, une forme d'autonomie et une capacité aussi par rapport à nos tutelles de déployer un récit qui va être, sinon validé, au moins accepté. Donc, pour moi, ça pose pas mal de sujets. Alors, je vais peut-être laisser Laurent, tu as peut-être envie de rebondir là-dessus ou sur un autre sujet. Oui, peut-être en complément sur la question de la matérialité des choses. C'est vrai que dans nos réserves, dans nos espaces d'exposition, on a énormément de machines, d'outils. Et bien souvent dans les réserves, justement, parce qu'il y a eu aussi à un moment donné un certain désintérêt par rapport à ces collections. Et vous évoquiez la notion de nostalgie, certes, mais il y a aussi la notion, je préfère peut-être le terme de mémoire, et de mémoire vivante. C'était aussi l'un des slogans de la Fédération des écomusées et musées de société il y a quelques années, en avant la mémoire, en se disant déjà, toutes ces collectes, tout ce matériel qui a été collecté, bien souvent, on ne sait même plus à quoi ça sert. On ne sait même plus les usages, on ne connaît plus forcément véritablement la manière d'utiliser ces outils. Je pense que ces outils, ces machines, c'est ce que vous évoquez ici, peuvent être aussi une source véritablement de réflexion pour essayer de trouver des futurs alternatifs. Vous évoquez aussi une multiplicité de futurs qui sont possibles, parce qu'à un moment donné, ces machines ont été utilisées aussi dans un contexte à la fois d'échange, d'innovation, d'adaptation à un terroir,
à des capacités qu'on avait, à un objectif. Et je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à puiser en termes d'innovation technique aujourd'hui par rapport à ça. Mais déjà, dans un premier temps, il faut qu'on puisse retrouver cette mémoire. Parce qu'une des difficultés aussi qu'il y a, bien souvent dans les écomusées, musées de société, puis aussi dans les formations qui sont proposées aux professionnels du patrimoine et musées, ce n'est pas du tout un axe qu'on va choisir, les collections agricoles et rurales. Donc il y a une vraie déperdition aussi de connaissances. Et donc c'est là aussi voir où se trouve la connaissance aujourd'hui. Et peut-être c'est aussi retrouver et repartir vers le monde agricole, justement par rapport à l'usage d'un certain nombre d'outils, et puis aussi voir peut-être avec d'autres partenaires, d'autres acteurs aussi, comment, et notamment des chercheurs, des ingénieurs, comment ça peut servir de source d'inspiration pour imaginer d'autres outils, d'autres machines, soit pour notre quotidien, ou soit pour des pratiques agricoles. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ouais, j'aurais plein de choses à dire là-dedans. C'est une vraie question. Juste, je vous ai montré cette image parce que c'est un petit musée d'anciennes machines agricoles qui s'appelle le musée rural La Bertauge à Somme-sur-Vesle, qui présente plein de machines comme ça, vieilles machines agricoles dont le sens a sans doute été un peu perdu. Vous avez notamment là, vous avez une collection de batteuses à manège, de batteuses agricoles à force animale. Dans les musées souvent agricoles, vous avez, comme dans les fêtes de campagnardes, on sort la batteuse, la fameuse batteuse locomobile à vapeur, utilisant donc du charbon. Évidemment, elle est plus spectaculaire, elle est grosse. On l'a souvent gardée là où beaucoup d'appareils agricoles ont été remisés, jetés, ont rouillé dans des coins, alors que la locomobile, souvent, elle est restée dans un hangar et on la ressort. J'aimerais juste rappeler qu'avant 1914, en fait, les locomobiles à vapeur ont été longtemps une des formes possibles du progrès agricole, mais une forme possible très minoritaire en fait. La plupart des machines à battre inventées depuis le milieu du 19e siècle n'étaient pas à vapeur, n'étaient pas utilisant du charbon, étaient à force animale. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que les batteuses, ce qu'on appelle à manège, c'est un animal tournant en rond qui donnait le mouvement à une machine à battre. Vous aviez des modèles comme la trépigneuse. Il y avait un cheval sur un tapis roulant qui donnait le mouvement à la batteuse. Vous aviez des machines à battre. En fait, j'ai recensé 300 brevets entre 1840 et 1900 de machines à battre agricoles qui n'étaient pas thermiques et fondées sur l'usage du charbon. Sauf qu'elles sont moins spectaculaires. Elles ont été disqualifiées après 1945, là où les batteuses agricoles à vapeur ont été présentées comme la prémisse du tracteur et de la motorisation agricole. Donc ça, mais avant 1914, dans le monde rural, on ne voulait pas utiliser le charbon. Le charbon, ça coûtait très cher de l'importer, c'était complexe à manier, ça rendait dépendant de techniciens et de savoir-faire complexes, alors que le maniement et le travail avec les animaux étaient quelque chose d'intégré dans les sociabilités, dans les pratiques. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu un progrès. L'énergie animale aurait été remplacée par le progrès des machines. C'est qu'il y avait des machines qui augmentaient le rendement du travail animal et des machines thermiques. Et les deux étaient contemporaines et parallèles, utilisées par des acteurs différents. Les machines à battre à vapeur étaient en général utilisées par des entrepreneurs qui louaient leurs services dans les campagnes, étaient utilisées par des coopératives, qui collectivisaient l'usage de la machine, parce que les paysans ne pouvaient pas utiliser une machine à vapeur, évidemment, eux-mêmes. Mais la plupart des paysans, eux, utilisaient en fait des équipements assez simples, plus ou moins autoconstruits avec le maréchal ferrand du coin, mais pas seulement, et qui était à force animale. Ça permettait en plus d'améliorer l'utilisation de l'animal, puisque le battage se faisait en dehors des moments de labour, donc au moment où on n'a pas besoin du cheval. Donc au lieu que le cheval soit au pré, on le met quelques semaines à la batteuse, ça permet d'améliorer, d'augmenter l'utilisation optimale du cheval pour répondre aux besoins de force dans un contexte où il y a un fort exode rural et moins de bras dans les campagnes. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, donc l'exemple des machines agricoles, elle est intéressante. En plus, aujourd'hui, il y a un retour de la traction animale qui est assez fort dans plein de contextes. Il y a un mois, j'ai été contacté par un paysan de Mayenne, un maraîcher qui veut faire uniquement le travail dans son exploitation à la force animale et qui essaye de reconstruire une batteuse à manège. Ça, c'est extraordinaire. Il essaye il ne trouve pas. Évidemment, il ne trouve pas. On ne sait plus comment marchaient les batteuses à force animale, comment on attelait l'animal, comment on agençait les pièces, etc. C'est assez complexe. Et donc,
c'est un exemple typique de comment on pourrait imaginer une collaboration entre un musée, des universitaires, des mécaniciens ingénieurs pour adapter ce type d'utilisation pour des besoins ponctuels, locaux. Évidemment, dans une exploitation agricole de 400 hectares où il faut faire du rendement, la batteuse force animale, ça a peu de sens. Et donc c'est la question de... Oui, donc c'est la question majeure que vous évoquez, c'est comment on retrouve les savoirs perdus, comment on retrouve les expériences perdues, les compétences disparues. Et aujourd'hui, on vous dit oui, il faut retrouver aussi, échanger avec le monde paysan. C'est vrai, mais il y a une telle disparition accélérée du monde paysan, 2-3% d'actifs agricoles, la moitié des exploitations qui vont être renouvelées, qui partent à la retraite dans les 10 années qui viennent. Donc, et on est déjà en 2025. C'est-à-dire que en fait, les savoir-faire et la pluralité des savoir-faire du monde rural elles-mêmes ont très largement disparu aujourd'hui. Beaucoup plus que dans les années 70, quand a été initié le projet des écomusées. Parce qu'on est 50 ans après. Donc, il y a un côté un peu... la nécessité de garder la trace est encore plus dure aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 70 parce que la disparition a eu lieu d'une certaine manière. Bon, tout ce que vous dites sur la LGV, c'est très intéressant et tout à fait, oui, significatif. Qu'est-ce que c'est le progrès de la LGV ? En 1945, il y avait 50 000, 55 000 km de voies ferrées en France. Aujourd'hui, il y en a à peine 30 000. Donc, c'est un bon exemple de progrès et régret. Si on évalue le progrès en matière de transport à la densité du réseau, on a assisté dans la deuxième moitié du XXe siècle à une gigantesque régret. Si on évalue le progrès du transport collectif ferroviaire à la vitesse de déplacement, on a assisté à un formidable progrès. Donc on voit bien que ce qu'on appelle progrès, c'est une question de choix collectif. La priorité qu'on se donne, soit relier des différents espaces de façon dense, soit aller permettre à des cadres métropolitains d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Ce n'est pas le même monde, et donc ce n'est pas le même système technique qui va avec. Mais évidemment, la publicité de la SNCF, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pubs, c'est le TGV est comparé à une navette spatiale. Vous avez le TGV, c'est l'équivalent de la navette spatiale. C'est ça leur imaginaire. C'est-à-dire que le TGV, pour être vendu, doit être quelque chose de puissant. Mais le train peut prendre une multitude d'autres formes. Des trains plus lents, plus résilients, plus résistants, qui peuvent passer quand il y a de la neige, qui sont moins dépendants de la météo, qui vont moins vite et qui consomment donc moins aussi d'énergie. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, et ça, c'est des choix collectifs. Le TGV a été inventé dans les années 70, quand le modèle, c'était le Concorde, et quand on était dans une sorte d'imaginaire un peu hors sol du progrès. Donc, c'est ça. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait évoquer. Alors après, évidemment, les contraintes qui pèsent sur les institutions muséales en termes de financement, c'est un peu ce que j'évoquais au début. Parce que les mêmes contraintes se posent pour les chercheurs. Alors, pas pour un historien comme moi, parce que moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de subventions, je n'ai pas besoin de demander de soutien à des pouvoirs publics. Non, mais c'est vrai, ça change tout. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui repose sur l'économie de la promesse. C'est-à-dire qu'il faut créer du désir, et pour créer du désir, pour obtenir des soutiens des collectivités, des financeurs potentiels, il faut répondre à la demande de ces financeurs. Or, ces financeurs sont dans un imaginaire un peu naïf de l'innovation et du progrès. Et donc, on est en permanence, mais c'est pareil dans les appels à projets. Quand un chercheur répond à un appel à projet, c'est l'un des cœurs du problème. C'est-à-dire qu'on multiplie les promesses hors sol. Parce que c'est ça qui est susceptible d'accueillir, de faire retenir l'intérêt. Parce qu'on est pris dans un monde du technosolutionnisme un peu borné. Et face à la complexité des situations actuelles, évidemment, une solution technique, elle est miraculeuse. Parce qu'elle n'a pas à penser la complexité sociale, la complexité écologique du monde. Il y a juste une solution technique. Ça permet en plus de faire des annonces. Vous avez un changement climatique, c'est pas grave, on va investir 20 milliards dans l'hydrogène, on va investir 20 milliards dans la décarbonation, machin, et le problème sera réglé. Alors tout le monde sait bien que ça ne réglera rien, mais ça permet juste de faire croire qu'on fait quelque chose, alors qu'on ne fait rien pour régler le problème. Et on est tous pris dans cette espèce de contradiction, et en particulier, évidemment, les acteurs qui sont en relation étroite avec les décideurs politiques, qui sont plus que d'autres, sans doute, pris dans cette espèce de frénésie technosolutionnisme qui les rassure, qui leur permet de tenir un discours de communication, etc. Voilà, peut-être que je sors un peu de mon champ de compétences là, mais donc, moi, évidemment, j'ai pas de réponse. Je pense qu'après, c'est à tous les responsables de musées d'arbitrer, d'essayer d'imposer aussi leur façon de voir, leur récit. Et ça, comment ça peut se faire ? Par des alliances, par des collaborations entre tous ceux qui produisent des récits. Donc les historiens produisent des récits. Le problème, c'est que le monde universitaire est de plus en plus séparé dans sa tour d'ivoire, à l'écart de ce qui se passe dans le champ politique.
et aussi à l'écart sans doute des institutions culturelles et muséales. Donc on est tous dans une frénésie d'accélération, donc chacun a la tête dans le guidon. Donc les occasions de collaboration réelle, elles sont sans doute de plus en plus rares aussi pour ça. Donc bon, enfin, j'avais dit que je finirais de façon positive, mais j'ai toujours du mal. Mais oui, c'est le cœur du problème. Du coup, à part chercher, enseigner, écrire des livres, ce qui vous occupe fort, est-ce que du coup, vous avez déjà été sollicité justement par des musées ou des acteurs sur des enjeux de transmission très grand public, sur soit des expos ou soit les cartels sont des moyens assez faciles aussi de changer des récits dans nos musées. Voilà, est-ce que vous l'avez déjà fait l'exercice? Parce que du coup, on pourrait vous le proposer, hein. Nous, on a plein de choses à vous proposer. Merci de ne pas me le proposer. Non, mais si, mais je le fais dans la mesure du possible. Mais bon, moi, je suis prof, je raconte mes trucs à droite à gauche, je suis un producteur de récits et de contre-récits. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je ne suis pas tout seul, on est plein à faire ça. J'ai participé à des musées l'an dernier. J'avais participé à le musée des Beaux-Arts de Nantes, a fait une exposition sur le train. Alors, je ne sais pas si ça avait un lien avec l'arrivée. Et c'était intéressant parce que le directeur du musée, justement, voulait montrer la complexité de l'arrivée du train pour ne pas tomber dans la célébration de la révolution ferroviaire qui émancipe le paysan, qui permet l'ouverture de la modernité. Et il voulait montrer ce que c'était la révolution ferroviaire en termes d'impact, des infrastructures, qu'est-ce que c'est un tunnel, est-ce que les communautés paysannes sont protestes, etc. Donc il avait essayé d'intégrer ça. Et la question qui se posait, c'est évidemment comment représenter ça, à travers quel type d'objet, à travers quel type d'œuvre, puisque une grande partie de la peinture et des œuvres produites sont des œuvres qui sont fascinées par tout ça et qui mettent en scène cette fascination, même si beaucoup de peintres sont toujours dans une relation d'ambiguïté, d'ambivalence à l'égard de toutes ces transformations. Donc on avait fait un catalogue où on avait essayé justement d'introduire cette pluralité de voix. Moi, par exemple, j'avais fait un papier sur les révoltes contre le train, parce qu'il y a eu plein de révoltes contre le train en 1948, les mariniers par exemple, qui dénonçaient les compagnies ferroviaires qui installaient des trains qui allaient leur prendre leur travail, ou bien les conflits des paysans. Ça, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais le train, il y a un truc qu'on oublie toujours quand on parle du train, c'est que le train, c'est une ligne de chemin de fer, mais c'est aussi fondamentalement une ligne d'eau. C'est-à-dire que pour approvisionner les trains au 19e siècle, il faut plus d'eau que de charbon. Parce qu'il fallait s'arrêter tous les 50 km pour remplir le tender, pour faire fonctionner la machine à vapeur. On n'y pense jamais. D'où venait l'eau? On faisait des captages tous les 50 km pour approvisionner les chemins de fer. Et on faisait les captages au détriment souvent des communautés rurales. Donc vous avez des conflits paysans qui dénoncent la compagnie ferroviaire, qui vient leur prendre leurs sources pour approvisionner la gare. J'avais étudié quelques conflits comme ça sur la ligne PLM. Donc ça, on n'en parle jamais. Mais faire une histoire du train à travers les conflits hydrauliques provoqués par l'installation de l'infrastructure ferroviaire, en fait, qui nécessite de capter et de s'accaparer l'eau. Alors évidemment, les paysans qui avaient une source pour approvisionner, pour abreuver leurs bêtes, ils font peu de poids face au PLM, qui est la principale entreprise capitaliste du Second Empire. Donc le préfet règle le problème. Bon, mais il y a les conflits de propriété sur le passage du train qui sont omniprésents, innombrables. Donc ça serait intéressant de faire une histoire du train, non pas juste en célébrant la puissance de la mécanique, mais en montrant tous ces métiers marginalisés, ces riverains invisibilisés, ces problèmes environnementaux soulevés par la présence même de l'infrastructure. Bon. C'est une manière possible de faire. Alors, ce n'est pas ça qui va faire la révolution ou la transition écologique. Mais je pense qu'il y a plein de manières de faire. Alors le truc, c'est que ça nécessite du travail, des investigations, aller fouiller des archives, aller regarder. Et c'est là, en ce sens, que les historiens, en fait, ils doivent être au service des institutions culturelles, muséales, pour leur fournir des sources, des archives, des documents, des discours. Parce qu'une manière de mettre ça en récit, c'est de mettre en contexte. Et donc, c'est de construire du récit. Alors, évidemment, dans une exposition, dans un musée, ce qu'on veut, c'est des œuvres. Donc, il ne faut pas trop de blabla, il ne faut pas trop de baratin. Et en plus, c'est des choses complexes, tout ça, qui nécessitent d'être dépliées un petit peu dans des argumentations. Et comment faire pour déplier des récits complexes dans le cadre d'expositions qui doivent avoir des narrations... Bon, voilà, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez tous les jours, quoi. Et le problème, c'est que voilà, les historiens eux-mêmes sont de plus en plus dans leur tour d'ivoire, de plus en plus hésitants à mettre les mains dans le cambouis. Je ne sais pas ce que c'est le cambouis, mais à mettre les mains en tout cas. En même temps, moi, je vais dans des festivals, j'écris pour différents publics, je parle un peu à des écoliers, j'ai des étudiants, j'écris. Bon, vous me direz, ça ne sert plus à rien, puisque les gens ne lisent plus les livres, de toute façon. Mais le livre est devenu un produit d'appel pour passer à la radio éventuellement. Comme ça, on peut faire un podcast sur YouTube. Non, mais là,
c'est enregistré, donc là, ça va être sur YouTube, ce que je viens de dire. Là. Mais c'est vrai, hein, on en est là. Quoi. Donc, il faut résumer en 10 minutes ce que vous avez essayé d'écrire pendant 4 ans dans 400 pages pour avoir une chance d'avoir un podcast qui sera sur YouTube. Et les gens vont dire, je vous ai vu sur YouTube, mais jamais ils liront le bouquin. Ça, donc on a le même problème que vous. Quoi. Comment toucher les publics, à travers quel mode de narration, c'est pas facile. Hein.